un duo qu'on va avoir, hein. C'est-à-dire que vous aviez 2 interventions, l'une après l'autre qui était prévue, et en fait vous avez décidé de mixer vos interventions pour que en fait ça se complète mieux et que ce soit plus clair. Donc on accueille docteur Violaine Danse. Vous êtes anesthésiste, vous êtes réanimateur et alcoologue. Le thème initial de votre intervention, c'était douleur chronique, la neuromodulation, une approche neurophysiologique non addictive. Et vous, docteur Mourad Aissou, vous êtes anesthésiste et réanimateur, et vous deviez parler de la prise en charge de la douleur, les approches non médicamenteuses. Bien évidemment, vous allez parler de ce qui était prévu dans vos présentations, mais vous allez le faire ensemble, hein, parce que finalement tout ça, ça se complète. Voilà, je vous laisse la parole pour donc pas 15 minutes, mais 2 fois 15, une demi-heure. Et comme vous me l'avez demandé, je vous fais un petit repère à 15 minutes, comme ça vous savez que vous en êtes à mi-temps. Merci. On les applaudit. Bonjour à tous et bienvenue aux entretiens médicaux d'Angers. Donc, le docteur Aissou et moi-même sommes anesthésistes réanimateurs et nous nous intéressons particulièrement à la douleur chronique, mais également à la douleur aiguë qui peut être le lit de la douleur chronique, notamment en post-opératoire. Donc, je vais laisser Mourad démarrer puisque il se charge de l'approche non médicamenteuse. Bonjour et merci pour cet accueil. Alors, depuis ce matin, on vous a expliqué qu'en fait, pour la prise en charge des patients douloureux chroniques, nous avions une prise en charge multidisciplinaire qui incluait une thérapeutique médicamenteuse, un conditionnement psychologique, une réadaptation physique et adaptative, ou en tout cas et quelle pouvait être l'importance de ces 3 thérapeutiques. Il s'avère qu'on sait qu'en France, on développe beaucoup le médicament, le conditionnement psychologique, à travers l'hypnose, entre autres, et d'autres thérapeutiques comme la sophrologie. Beaucoup d'aides physiques adaptatives, de kiné, et au final, est délaissée actuellement la partie stimulation électrique et la place de la neuromodulation dans ce processus de prise en charge. On va essayer à travers ce topo de vous montrer qu'au final, cette prise en charge non médicamenteuse a un intérêt et est complémentaire des autres. Le médicament, pour faire simple, tout douloureux chronique est passé par là. Il y a à peu près 30 à 40% d'effets secondaires et souvent c'est la cause d'une non-observance. Dans les thérapeutiques non médicamenteuses, vous avez 3 axes. Un axe qui est se relaxer, qui comprend de l'accompagnement psychologique, de la sophrologie. J'y ai intégré l'acupuncture, l'hypnose. Se bouger, plutôt que la kiné. Se bouger, comme on vous dit, c'est 30 minutes de marche par jour minimum, et ça peut être d'autres choses. Et quelque chose qui fait un peu peur, qui s'appelle s'électriser. Où en fait, quelle peut être la part du courant électrique et du champ magnétique dans la prise en charge des patients douloureux chroniques. En fait, cette partie-là est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle permet, entre autres, de diminuer les douleurs au repos, mais aussi à la mobilisation, et donc elle participe grandement au fait de pouvoir se mobiliser et se relaxer. Et donc au final, probablement que une des thérapeutiques importantes, en tout cas que nous essayons de développer, est celle-ci, et rentre dans un processus global. Alors, c'est dans ma tête. Tout patient douloureux chronique a entendu ça un jour dans sa vie, et c'est pas faux. Quand on a une douleur chronique, si on s'intéresse aux IRM fonctionnels et notamment au niveau cortical, on constate que lorsqu'on a une douleur, non pas aiguë mais chronique, j'entends bien, il y a une diminution de l'activité motrice cérébrale. Lorsque l'on stimule cette activité corticale, quelle que soit la façon de faire, on voit chez les patients 2 choses. 1, ils sont moins douloureux, et 2, en dehors de l'émission de la douleur, on constate qu'ils se mobilisent mieux. Toute la question est de savoir comment on augmente cette activité corticale. En fait, un des moyens les plus simples, c'est de bouger. Le gros inconvénient, c'est que quand on a mal, on bouge moins. C'est pour ça que différentes cibles ont été proposées. Lorsque l'on regarde un processus douloureux, ici vous avez un nerf, ici vous avez la moelle épinière, là vous avez le cortex. Lorsqu'on applique un champ électrique au niveau cutané, en fait on inhibe la douleur. C'est un peu le concept de je me cogne, j'ai une bosse, je frotte la bosse. Ça, vos grands-mères ont dû le faire. En tout cas, la mienne, elle le fait. Et ça participe à réduire les douleurs. C'est communément appelé le TENS pour les patients douloureux chroniques qui savent ce que c'est. Mais il y a d'autres process
qui consiste à aller proche du nerf et appliquer un courant électrique. Donc ça se fait au bloc opératoire. Là, on va à côté de ce dernier, on applique un courant électrique qui va modifier le signal douloureux. Il est possible de le faire au niveau cérébral, c'est ce qu'on appelle la RTMS ou résonance magnétique transcrânienne. Et enfin, il y a des processus de stimulation médulaire qui sont un peu plus invasifs. On va essayer donc de vous exposer l'ensemble de ces thérapeutiques et essayer de vous expliquer l'intérêt de ces dernières dans une prise en charge globale et dans le cadre d'un parcours de soins en fait. Ça, on va passer. Le TENS, normalement tout le monde connaît, ou en tout cas beaucoup de personnes connaissent, c'est l'application d'électrodes. On envoie un courant électrique qui est peu douloureux, peu invasif, qui est pas du tout dangereux, faut éviter juste de se baigner. Et en fait, ça entraîne une anesthésie de la zone douloureuse, et donc le champ d'application est ici au niveau cutané. C'est intéressant de l'utiliser quand on a des épisodes aigus, c'est intéressant de l'utiliser à la mobilisation. Ah. Bon, je sais pas pourquoi il y a une diapo qui a sauté, c'est pas grave. Donc, on utilise également le TENS en stimulation vagal aujourd'hui. On s'est rendu compte qu'en stimulant des structures plus profondes au niveau cérébral et notamment la cingula, on pouvait avoir un effet antidépresseur, mais également un effet qui va agir sur un grand nombre de douleurs, comme les migraines, la colopathie fonctionnelle, les acouphènes également. Et donc, on a de plus en plus recours à cette stimulation qui peut évoluer vers une stimulation implantée, notamment la stimulation vagale, qui peut traiter les crises d'épilepsie réfractaires au traitement. Vas-y. Une autre thérapeutique, c'est la RTMS. La stimulation, le TENS se fait à la maison, en fait, après un peu d'éducation thérapeutique. Cette thérapeutique se fait au cabinet. Elle peut très bien se faire dans un cabinet de consultation. En fait, si vous regardez ici, vous avez un générateur qui induit un courant électrique qui, par l'intermédiaire d'une bobine, applique un champ électromagnétique qu'on place au niveau du patient, au niveau cortical. Généralement, pour faire ça, on utilise un électromyogramme ou bien ce dispositif qui est un module de neuroéducation. C'est des séances qui durent 20 minutes. Excusez-moi. C'est des séances qui durent 20 minutes. Il faut un certain nombre de séances avant d'avoir un effet. Et généralement, on dit entre 10 et 20 séances. Donc l'indication de la RTMS, au départ, elle a été utilisée dans la dépression sévère pour remplacer l'électroconvulsivothérapie. Et donc, on s'est rendu compte que les patients dépressifs avaient une amélioration des douleurs quand ils en avaient. De là a été développée la RTMS pour la fibromyalgie, les douleurs neuropathiques, qui sont donc ces deux indications sont aujourd'hui recommandées par la Société française d'études de la douleur. Et donc, en fait, comme vous le voyez, on peut traiter un grand nombre de choses avec la RTMS. Selon la structure nerveuse, c'est le cerveau que le docteur Aissou vous a montré au départ. Et donc, en fait, selon la zone où on va stimuler, on va pouvoir avoir un effet sur différentes choses. Par exemple, pour tout ce qui est une douleur neuropathique, on va stimuler le cortex moteur gauche. Quand on a une tendance un petit peu plus dépressive, on va stimuler le cortex préfrontal droit. Et effectivement, ces séances, elles ne sont pas efficaces immédiatement. C'est toujours quelque chose qui est difficile à comprendre. Mais à terme, elles peuvent donner un grand soulagement pour les patients. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a aucun remboursement pour ces techniques qui sont pourtant innovantes, recommandées dans certaines douleurs. Là, on vous a présenté donc des techniques qui utilisent le courant électrique, qui se font soit à la maison, soit en cabinet. Là, vous avez une technique un peu plus invasive, donc on va en fait, là, si vous vous rappelez, c'était la peau. Là, c'est le cerveau. Donc là, on va directement au contact du nerf. Ça se fait soit sous échographie, soit avec un scanner. Ça se fait dans un bloc opératoire. C'est des thérapeutiques qui mettent à peu près, il faut compter 1 heure et demie d'hospitalisation. Dont l'objectif est en fait, au final, d'aller stimuler le nerf et de modifier le comportement du nerf. Ça nécessite donc de savoir quel nerf est à l'origine de vos douleurs, ou en tout cas participe à vos douleurs, sans que ce soit nécessairement l'origine. C'est principalement indiqué sur le rachis, sur les douleurs du bassin, de l'épaule, du genou et certaines névralgies d'Arnold.
De la même façon, beaucoup de patients présentent des douleurs au niveau du rachis qui sont liées à ce qu'on appelle vulgairement des becs de perroquet. Ça parlera à tout le monde. C'est de l'arthrose interapophysaire postérieure qui donne des lombalgies ou des douleurs au niveau des sacroiliacs quand on commence à avoir une coxarthrose. Donc, ça commence à déstabiliser le rachis. Et donc, on a la possibilité d'aller, comme vous le voyez, au niveau... ça marche pas, mais c'est pas grave. Au niveau de la colonne, au niveau des fameux becs de perroquet, mettre des aiguilles qui vont envoyer du courant. Alors soit c'est du courant pulsé et donc en fait on va stimuler la capsule ligamentaire, les nerfs de la capsule ligamentaire et ça peut suffire. Parfois on est amené à faire de la rhizolyse, c'est-à-dire qu'on va envoyer un courant continu qui va chauffer la racine nerveuse et qui va donc, éliminer la sensibilité nerveuse à ce niveau. Vas-y. Alors, je vais laisser ma collègue parler de la stimulation médulaire. J'aimerais que vous compreniez en fait que tout ça, ça s'intègre dans un parcours en fait. C'est-à-dire que, en tout cas dans le cadre des prises en charge de malades qu'on a, ce sont des patients qui viennent en consultation, qu'on a vu plusieurs fois, à qui on a essayé les médicaments, pour lesquels on a intégré les thérapeutiques qui intègrent tout le cadre psychologique, éventuellement la kiné et la rééducation, et qui ensuite à qui on propose ces thérapeutiques parce que les autres étant insuffisantes. C'est des thérapeutiques invasives, c'est entre autres pour ça qu'on les propose plutôt en recours, et l'autre chose, on les propose après échec des thérapeutiques ou lorsque les autres thérapeutiques sont insuffisantes. Ce qui fait que souvent on a des patients qui ont un long parcours avant de venir, qui ont vu plusieurs médecins, qui ont eu plusieurs prises en charge, qui ont eu des kinés ou autres, et les dernières thérapeutiques dont on voulait vous parler, qui peut paraître inquiétante, mais qui au final est peu greffée de comorbidité et dont les résultats sont intéressants. Donc c'est la stimulation médulaire. Je vais laisser ma collègue le faire. Donc la stimulation médulaire, en fait, c'est ni plus ni moins que le TENS que vous avez vu avec les électrodes qu'on colle sur la peau, sauf qu'on a remplacé les électrodes qui collent sur la peau par quelque chose d'extrêmement miniaturisé qu'on peut mettre dans la colonne, exactement comme un cathéter de péridurale qu'on met chez la femme enceinte. Donc ce n'est pas quelque chose de plus invasif qu'une péridurale obstétricale qui aujourd'hui est faite très régulièrement. Et d'ailleurs, souvent, on a des patientes, si elles peuvent pas avoir leur péri-obstétricale parce que l'anesthésiste est occupé, c'est presque un scandale. Ce qui est scandaleux aujourd'hui, finalement, c'est qu'on ne donne pas accès à ces thérapeutiques de stimulation médulaire à des patients qui le mériteraient. On a 12,6 années actuellement avant qu'un patient douloureux chronique accède à ce type de prise en charge, ce qui est absolument monstrueux. Donc, en gros, on va glisser ce cathéter dans la moelle épinière au niveau de l'espace péridural, qui va stimuler directement la corne postérieure de la moelle. Donc, on est au plus près, c'est une des cibles que le docteur Aissou vous a montré. Et donc, on va, pendant 8 jours, tester le patient pour voir s'il a une efficacité. Si l'efficacité est démontrée, on implante un générateur comme un pacemaker cardiaque, c'est une batterie. Et donc, le patient peut vivre avec cette batterie et il n'y a plus de système externe. Ça facilite les choses. Et nous avons aujourd'hui des nouvelles thérapeutiques qui permettent aux patients d'être soulagés sans ressentir les décharges électriques qu'on peut ressentir avec le TENS. C'est ce qu'on appelle la haute densité. Et il a la possibilité, quand il a un à-coup douloureux, de faire du ressenti. Et donc, il peut aussi se stimuler d'une autre façon, ce qui permet d'améliorer la situation. Un peu comme les patients qui ont une pompe à morphine avec un débit continu et un bolus quand ils ont besoin. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est une technique qui est totalement méconnue actuellement en France et qui n'est pas proposée systématiquement aux patients, alors qu'elle est recommandée après 1 an de douleur neuropathique qui est réfractaire au traitement mis en cours. Donc vous voyez ici 4 patients qui ont donc bénéficié de stimulation médulaire. Donc en haut à gauche, vous avez une patiente qui avait une névralgie cervico-brachiale qui a donc bénéficié d'une stimulation médulaire. Elle aime l'hyperesthésie, donc ça veut dire qu'on l'a laissée en conventionnel. En dessous à gauche, vous avez un patient qui avait des douleurs lombaires principalement après une chirurgie du dos, à qui on a glissé 2 électrodes. Ces 2 électrodes entraînent un courant alternatif au niveau de la moelle. Et de plus en plus, on sait que probablement la douleur chronique est liée à des anticorps anti-glie. Et donc, il y a un effet de neuromodulation de la glie qui est intéressant. La fibromyalgie, on retrouve des anticorps anti-glie. Les douleurs fantômes, on retrouve des anticorps anti-glie. C'est des études qui sont menées actuellement aux États-Unis.
En haut à droite, vous avez une stimulation pour des douleurs lombaires principalement, où on a mis, plutôt que d'avoir des électrodes sur le bas du dos avec un TENS, on glisse la même électrode sous la peau, parallèlement à la colonne. Et en bas à droite, vous avez une stimulation conventionnelle chez un patient, comme vous le voyez, qui a été opéré d'une arthrodèse lombaire. Une autre cible, si vous pouvez décaler le... Oui, merci. Une autre cible, c'est aujourd'hui le ganglion dorsal de la moelle, sur tout ce qui est syndrome douloureux régional complexe, appelé vulgairement algodystrophie. On se rend compte, par exemple, que beaucoup de patients... C'est fini ? Ah, d'accord. On se rend compte que beaucoup de patients ont des douleurs après des arthroplasties de genoux, des prothèses de genoux, et qui sont, je vais dire, difficiles à endiguer. Alors la première étape, c'est ce que le docteur Aissou vous a expliqué avec la radiofréquence, parce que effectivement, on essaie quand même toujours de rester avec des choses qui sont mini-invasives, encore que ceci, ça reste mini-invasif, et on va aller glisser. C'est ce que vous voyez, la petite canule là en haut. J'ai pas la flèche, la petite canule au-dessus du ganglion, là à droite, entre les deux vertèbres, et qui permet de stimuler uniquement une zone douloureuse qui est le genou. Et on a des patients, ils rentrent au bloc, ils ont mal, ils sortent du bloc, ils n'ont plus mal du tout. Donc c'est vraiment un effet on-off, encore plus qu'avec la stimulation médulaire classique. Donc le ganglion dorsal de la moelle, comme vous pouvez le voir, on peut le faire sur de la douleur de membre fantôme, sur des douleurs de hernie inguinale, après des hernies inguinales, c'est très efficace et ça permet d'améliorer la situation sur des douleurs de cheville, de pied ou de genou. Je dirais juste un mot sur la pompe intratécale. C'est une thérapeutique qui malheureusement aujourd'hui est également extrêmement méconnue, qui permet à des patients en fin de vie ou des patients chez qui on a tout essayé d'avoir accès à une thérapie intratécale. C'est ni plus ni moins qu'en fait la péridurale continue, qui est un petit peu plus loin, qui est en rachianesthésie, et qui permet quand même de diminuer par 300 les doses de morphine par la bouche que vous pouvez prendre, ou par 100 les doses de morphine intraveineuse que vous pouvez prendre. Malheureusement, aujourd'hui, cette technique, qui est pourtant connue depuis de nombreuses années et qui est largement utilisée dans les autres pays européens et aux États-Unis, cette technique est souvent amenée trop tardivement. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. J'ai un patient, cancer du poumon, à 10 mois d'évolution, qui développe ce qu'on appelle un pancostobiase, donc c'est un gros bras avec un envahissement ganglionnaire. Ce patient, il est arrivé, il avait l'équivalent de 600 mg de morphine par la bouche, inconfortable, avec tous les effets secondaires, et donc on l'a implanté, mais on l'aurait implanté plus tôt, il n'aurait pas eu tous ces effets secondaires, et il aurait été pris en charge de façon plus confortable. Quand on a moins mal, on dort mieux, on se bat mieux contre la maladie, on a une qualité de vie, parce que clairement, l'issue de ce monsieur, elle est quand même pas, elle est à quelques mois, et donc c'est quand même un petit peu malheureux de ne pas pouvoir proposer ça, et on se bat aujourd'hui vraiment pour pouvoir arriver à proposer cette technique. Alors, comme l'a dit Mourad, il est très important de comprendre que ces techniques-là ne sont pas proposées, vous venez la première fois dans notre cabinet et puis on vous propose ça d'emblée. Non, c'est un travail d'équipe pluridisciplinaire et on a l'habitude de dire, pour implanter un patient, il faut que tous les drapeaux soient ouverts, notamment que notre psychiatre et nos psychologues aient validé l'indication d'un point de vue émotionnel, vraiment le patient veut être acteur de sa prise en charge, ça c'est très important. Après, il y a aussi de la rééducation. Tout au cours de nos prises en charge, dès le départ, nous mettons en branle tout un système de rééducation. Les patients dans notre centre sont pris en charge en bilan d'évaluation et donc en fait, dès le départ, le kiné est partie prenante dans l'évaluation pluridisciplinaire et propose une prise en charge aux patients. Toutes les semaines, on a un staff hebdomadaire où on parle de nos patients et justement, on voit si on va pouvoir proposer ça ou pas, ou si c'est trop précoce, ou si on va plutôt partir sur de la RTMS. Et on a une RCP validante pour les dossiers qu'on décide d'implanter. Alors, on a tous les moyens, y compris la visio, et ce qui nous permet d'avoir accès aussi à des RCP. Je travaille régulièrement avec Lyon, par exemple, alors que je suis à Caen, quand j'ai des dossiers extrêmement précis que je veux soumettre à des experts. Alors,
Tout ça pour vous dire que finalement, il faut vraiment développer ces prises en charge de neuromodulation, même si pour l'instant c'est pas encore le cas, parce que la douleur, ça a un impact sociétal encore plus depuis le Covid, puisqu'on sait que beaucoup de patients se sont aggravés. Il y a 50% des patients qui ont une douleur chronique qui sont incapables d'effectuer des tâches domestiques. Il y a une désinsertion socio-économique et familiale généralement, une consommation de soins qui est multipliée par 7 chez le médecin traitant. Un absentéisme qui est multiplié par 2, ou du présentéisme, c'est le fait d'être à votre boulot mais pas vraiment y être parce que vous êtes douloureux ou vous avez pris des médicaments qui vous mettent un petit peu HS. Il y a une multiplication des arrêts de travail de x5 et donc ça entraîne une invalidité, une marginalisation et une exclusion. Ces chiffres, ils sont issus d'une étude publiée en 2015 par le professeur Serrier. 55% des patients douloureux chroniques à moins de 50 ans et donc en situation de productivité. Ça veut dire qu'on se prive au niveau du territoire de compétences. 25 à 30% des personnes âgées à domicile et 50 à 93% des patients âgés en institution et ça monte encore puisqu'on a une augmentation du vieillissement. Alors, cette diapositive pour vous dire qu'en fait, rien que sur la chirurgie du rachis, avec des patients qui conservent des douleurs post-opératoires, qui sont en échec, on aurait 150 000 patients qui seraient éligibles à la prise en charge, et que malheureusement aujourd'hui en France, on en implante 1600. Ce qui n'est pas le cas dans les autres pays européens, ni aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, la stimulation médulaire, c'est devenu quelque chose d'un peu... c'est comme une prothèse de genou, une prothèse de hanche ou une chirurgie de rachis. Parce qu'avec la crise des opioïdes, ils ont développé fortement ces prises en charge de neuromodulation. Je reviens de la Société française de neuromodulation qui était consacrée au diabète. Et donc, chez les diabétiques, on constate que 33 000 patients, c'est ce que vous voyez en bas à gauche, ont une polyneuropathie diabétique, donc ces fourmillements dans les pieds qui sont absolument insupportables ou dans les mains, et qui sont pharmacorésistants, donc qui ne répondent pas au traitement. Et donc, ça représente 33 000 patients. Aujourd'hui, en France, l'année dernière, en 2019, seuls 14 patients ont été implantés, parce qu'on ne le propose pas. Parce que ce n'est pas connu. Alors, comment on peut faire pour finalement, développer ces techniques ? D'abord les faire connaître du grand public, parce que force est de constater que malheureusement, au niveau médical, c'est pas connu ou peu connu. Donc, il faut aussi faire un travail de formation au niveau de nos collègues médecins, que peut-être un module de neuromodulation et de prise en charge de la douleur neuropathique par des techniques non médicamenteuses soit inséré dans les formations médicales. Il faut que nos politiques aussi connaissent ces traitements et à plusieurs reprises, par exemple la RTMS, ça a été soumis au Sénat depuis 2018, mais actuellement rien ne bouge, malheureusement. Donc c'est important de pouvoir faire connaître ces techniques. Il faut lever les freins. Alors souvent, mes collègues algologues qui connaissent moins bien ces techniques-là, ou les médecins généralistes me disent « Ouh là là, c'est dangereux », ou ils le disent aux patients, « C'est dangereux, c'est dangereux ». Alors, faudra qu'on m'explique, parce que finalement, on accepte de mettre une péridurale aux femmes enceintes quand elles vont accoucher pour ne pas qu'elles aient mal, et le patient douloureux, non, c'est dangereux, on peut pas lui mettre une stimulation médulaire. Donc c'est un petit peu antinomique, si vous voulez. Il faut établir un maillage territorial, c'est-à-dire qu'il faut que il y a un accès aux soins qui soit pour tous les patients. C'est-à-dire que vous habitiez la Mayenne ou que vous habitiez Paris Intramuros, encore que dans Paris Intramuros, c'est pas si évident que ça de se faire implanter, parce qu'il n'y a pas tant de centres implanteurs que ça. Et donc, en fait, il faut vraiment établir un maillage territorial qui permette l'accès à ces techniques, à la pompe intrathécale et à la RTMS. La RTMS, une machine, à neuronaviguer, c'est 200 000 €. Donc forcément, ça freine un peu nos directeurs d'établissement, parce qu'en plus, il n'y a pas de valorisation, de remboursement. Il faut également valoriser donc toutes ces prises en charge. Donc le TENS, aujourd'hui une éducation TENS, ça vaut 0. Donc voilà, c'est un peu laissé à notre on fait comment on peut l'hypnose, l'acupuncture, ça vaut 0. La RTMS, ça vaut 0. Une neurostimulation médulaire pour 2 heures de travail, c'est totalement sous-coté quand on a enlevé toutes les charges, les aides opératoires, etc. Donc il y a des actes inexistants. La radiofréquence du genou que le docteur Aissou vous a présenté, il n'y a pas d'acte.
Donc, si on a un contrôle de la sécurité sociale et qu'on a osé mettre radiofréquence comme on le ferait pour le rachis, ben on se fait laminer. Donc, c'est sûr ça nous freine un petit peu. Hein. La stimulation périphérique, puisque tout ce que je vous ai expliqué sur la stimulation médulaire, on peut le faire sur des nerfs périphériques. Aujourd'hui, ça n'a pas la reconnaissance AMM, HAS, et c'est pas valorisé non plus. Il y a aussi un grand point dont on n'a pas parlé et qui est très important. C'est d'abord la prévention. C'est apprendre à nos chirurgiens à reconnaître une douleur dès qu'ils ont opéré que le patient a mal, voire même nous l'adresser avant. Vous avez des patients, ils ont déjà fait une algodystrophie, ou ils ont des douleurs qui qui nécessitent déjà de la morphine avant même l'intervention. On sait que cela, si on applique le plan classique du patient, de 99% des patients, ben ça marchera pas. Il va développer une douleur après. Le patient qui à 8 jours a toujours mal, surtout aujourd'hui avec nos techniques anesthésiques, c'est pas normal. Donc voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut éviter la crise des opioïdes, conserver le savoir-faire, c'est-à-dire former nos jeunes à savoir faire ça. Puisqu'aujourd'hui, on est très peu nombreux à savoir faire de la stimulation médulaire, et il y en a beaucoup qui partent à la retraite dans les 2 années qui viennent. Et le but, c'est quand même de réinsérer nos patients dans la vie sociale et professionnelle. Et je termine juste par ceci, puisque c'est la fin. Voilà un petit peu le parcours qu'on propose à nos patients, et comme vous le voyez à gauche, il y a une rééducation qui est en accompagnement permanent, justement pour rééduquer le fonctionnel. Il n'y a pas que la douleur, il y a le fonctionnel. Je vous remercie. Mourad, moi j'ai bien compris un truc, hein, vous avez fusionné les 2 présentations, c'est parce qu'elle vous a piqué du temps de parole. Oh. Hein, j'ai bien compris ça. Alors, quelques questions à vous deux. Ces techniques-là, vous avez insisté, vous avez martelé sur le fait qu'elles n'étaient pas connues, donc elles étaient peu accessibles aux gens qui souffrent. Pourquoi elles sont pas connues? Parce qu'elles sont chères, comme vous l'avez dit, 200 000 € une machine et pas de nomenclature, donc pas d'acte, pas de remboursement, parce qu'il n'y a pas de culture de la douleur, ou parce qu'on attend qu'il y ait la crise des opioïdes pour se dire tiens on va faire autre chose, ou parce qu'il n'y a pas de formation. C'est quoi la raison? En fait, la culture de la douleur aujourd'hui, la culture du traitement de la douleur, parce que c'est quand même particulièrement au départ le médicament. On s'est rendu compte que ça entraînait des effets secondaires, mais c'est surtout le fait de peut-être méconnaître la différence entre une douleur nociceptive, donc quand vous cassez un os ou quand vous avez un cancer, et la douleur neuropathique. La douleur neuropathique, ça se traite pas par les morphiniques, ça se traite éventuellement par les antiépileptiques et les antidépresseurs, mais avec les effets secondaires qu'on connaît. La prégabaline est quand même devenue un stupéfiant, donc ça montre bien quand même qu'il y a une crainte de la surconsommation de ce type de médicaments. Ces techniques-là, elles existent depuis les années 70, donc ce n'est pas une grande nouveauté finalement. Mais quelque part, elles ont du mal à émerger parce que il y a aussi... je vais te laisser poursuivre. En plus de ce point, il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de formation spécifique à ces techniques qui nécessitent 2 choses. Une connaissance technique pour la réalisation de ces gestes, mais qui nécessite aussi une connaissance des mécanismes d'action, de comment ça fonctionne, sur quelle population. Et en fait, actuellement en France, c'est peu dispensé, ce type de formation. Donc au final, les médecins ne connaissent pas, ou peu, sont pas ou peu formés, et la population n'en entend pas parler. Donc au final, une accessibilité qui est relativement difficile. Et donc il y a tout un travail qu'on essaie de mener actuellement sur la formation des médecins et aussi sur, au final, faire connaître aux patients ces thérapeutiques. Écoutez, on est content en tout cas de les faire connaître aujourd'hui. Un tout petit mot avant de vous laisser, il nous reste 2 minutes. Donc, alors il y a ce côté on-off dont vous avez parlé. Alors ça c'est génial, ça fait rêver. On se dit c'est miraculeux. Vous avez prononcé un mot qui a fait tilt chez moi. Vous avez parlé des acouphènes. À chaque fois qu'on fait une émission sur les acouphènes, on a des commentaires de gens qui disent on peut rien faire, on souffre terriblement. Il y a des gens. Bon, alors un mot sur cette technique et les acouphènes. Est-ce que c'est une piste?
En fait, les acouphènes, quand on s'intéresse au circuit de Jabez-Stroff, qui est le circuit physiopathologique des acouphènes, on se rend compte que ça se superpose à la douleur neuropathique. Et de plus en plus, et le Covid nous a un peu démontré ça, on a des patients Covid qui, au débarrage de leur Covid, ont démarré des acouphènes. Et en fait, c'est une névrite, c'est une atteinte du nerf 8. Et clairement, en traitant les acouphènes comme une douleur neuropathique, et notamment avec la RTMS, on peut arriver à traiter ces acouphènes. Maintenant, il y a aussi toute la composante limbique dont je vous ai parlé, donc la composante émotionnelle, qu'il faut aussi prendre en charge dans les acouphènes. Il faut distinguer les acouphènes, par excès de nociception, donc c'est-à-dire à l'arsène, 90 décibels en permanence, etc., ou un choc émotionnel qui va déclencher les acouphènes. Par exemple, j'ai un patient qui a des acouphènes qui ont été déclenchés à la séparation de sa femme quand ils se hurlaient dessus l'un sur l'autre. Donc c'est deux choses différentes et ça se traite différemment. L'un avec, tout ce qui est composante émotionnelle, et l'hypnose est très efficace sur ce type d'acouphènes notamment, et la RTMS qui peut être efficace sur des acouphènes chez des patients qui travaillent avec des machines-outils ou qui ont eu un Larsen, etc. Voilà. Écoutez, je vous remercie de ces précisions. On vous applaudit très fort.